Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, tel que vous me voyez, ça fait presque 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai fait un petit break dans le sud, alors vous en êtes pas rendu compte hein, car j'avais de l'avance. Donc on continue hein, les blabla quotidiens cinéma, hein, jusqu'à ce qu'à un moment j'ai plus le temps, mais bon pour l'instant c'est le cas, donc il va être question aujourd'hui de The Pawnbreaker ou Le Prêteur sur gage, film que j'ai vu d'ailleurs tranquillement hein, dans mon sud natal, mais que j'évoque après un long trajet comme ça. J'avais envie de me détendre en évoquant une œuvre sortie en 1964 et qui est le 7e long métrage d'un certain Sidney Lumet. Et oui, 7 ans après son premier déjà chef-d'œuvre 12 hommes en colère, et juste avant, alors techniquement dans le monde entier il est paru juste après, mais il y a eu des avant-premières et tout, donc avant Point Limite, Fail Safe, qui à date mon limite préféré, du moins de mes premiers visionnages, et dont je parlerai forcément très bientôt. Mais j'avais envie de m'arrêter avant sur une œuvre de Pawnbreaker en version originale, je ne sais pas si je l'ai dit le titre en anglais, mais voilà, qui est fait au pire, qui m'avait été conseillé notamment par l'ami Thierry de Pincin, que je salue s'il passe par ici, et avec qui j'ai évoqué Daniel, un autre film alors, postérieur hein, de Sidney Lumet, dont on a fait un long blabla sur la chaîne il y a quelques semaines. C'est vrai que Lumet, je continue à en voir ou à en revoir, après un bout de course, Running on Empty, Daniel, je reviens un peu en arrière sur une œuvre profondément dramatique, nous allons y revenir très vite, avec dans le rôle principal de l'anti-héros, on peut le dire comme ça, Rod Steiger. Alors, je ne sais pas s'il y a eu énormément de premiers rôles, mais on connaît sa gueule, hein, voilà, à ce monsieur. Il joue un survivant de la Shoah, le seul survivant de sa famille. Et depuis, il est à New York, il est devenu prêteur sur gage. Voilà, les années 60 probablement. À ses côtés, dans le rôle de la bonne samaritaine qui veut aider hein, les gens du quartier, parce que c'est un quartier pauvre, on est autour d'Harlem, hein, Geraldine Fitzgerald, son petit protégé, celui qui aurait pu l'être, en tout cas son employé, est joué par Jaime Sanchez, donc, qui interprète un portoricain, Jaime Sanchez, qu'on verra après dans La Horde Sauvage. Et il y a aussi Brock Peters, très important cet acteur, hein, il avait joué dans To Kill a Mockingbird, version cinéma 2 ans auparavant, de Robert Mulligan, qui a été, on va dire, force dans la représentation afro-américaine dans le cinéma américain, mais qui là interprète un méchant, gangster, donc du quartier d'Harlem, quelque part à New York en tout cas, où c'est pas la joie. Il y a même le père de Sidney Lumet qui fait une petite apparition, c'est important pour les origines, parce que Sidney Lumet, je crois qu'il a des origines yiddish, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est un film qui a dû beaucoup lui parler. Il a choisi le scénario, comme d'habitude, enfin, le roman de base, et qui est d'ailleurs... je vais chercher le nom du monsieur, il est cool. Ah, voilà. Edward Lewis Wallant, ou Valent, je ne sais pas comment on prononce le nom de ses origines à lui, qui était assez connu ce bouquin à l'époque. Et évidemment, il s'est entouré de 2 scénaristes là, parce que comme d'habitude, Sidney Lumet était très très précis sur donc, ce qu'il allait adapter à l'écran. Et donc ici, on va suivre Sol Nazerman, c'est le nom donc, de ce monsieur qui a survécu, même s'il vit par procuration, un peu par culpabilité, mais il va pas bien. Voilà, traumatisme absolu, il est pas du tout sympa avec les gens, même avec ses proches, s'il en reste, oui, mais voilà, la veuve d'un de ses amis disparus, tout ça, bon, ok. Pas super gentil du tout avec son employé, qui pourtant l'aime beaucoup ce boss. Ça va être d'ailleurs le nœud de l'intrigue principale, et donc il est prêteur sur gage, voilà, un métier qui quelque part désensibilise les gens souvent. Il ne faut pas trop s'attacher aux problèmes de ces personnes qui vont récupérer de l'argent en laissant des objets précieux souvent. Et il est assez taiseux, il ne veut pas écouter les personnes qui parlent de leur vie, tout ça. Il a des souvenirs, des flashbacks, des flashs, vraiment. Mais c'est assez étonnant hein, pour 1964 d'ailleurs, sur le montage, on va y revenir. Et il est bloqué dans cette époque où il a tout perdu. C'est-à-dire que le présent qu'il a sous ses yeux, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça va lui rappeler. Il y a une bagarre par exemple, ça va lui rappeler un moment où les SS récupèrent sa famille. Enfin, un moment, vers la fin, il est dans un métro, ça rappelle le train. Et le film s'ouvre sur un faux bonheur terrible, hein, d'ailleurs, cette ouverture. On voit donc les Nazerman, lui, sa femme, ou sa sœur et ses enfants, enfin bon bref, qui gambadent comme ça tranquillement, hein, c'est pépère, et puis à un moment, la partie de campagne tourne mal.
Et on comprend pourquoi le monsieur va pas bien. Et puis, dans un état d'esprit compliqué. Et comme d'habitude, avec le cinéma de Sidney Lumet, on est dans le huis clos. Huis clos physique, spatial aussi, dans cet univers New York un peu pauvre quand même, et dans cette échoppe, hein, dans la boutique de prêteur sur gage. Derrière ces grillages, même à son comptoir, le monsieur est toujours emprisonné, donc ça vraiment dans du pur Lumet. Mais comme souvent chez Sidney Lumet aussi, le traumatisme, donc le huis clos mental qui est ici terrible. Et donc cet effet de souvenir très flash comme ça, et dans un montage qui est presque subliminal au début, qui va un petit peu se développer par la suite, au fur et à mesure que le drame s'installe. Le drame du présent aussi, en plus du drame du passé. Et c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. Et souvent on dit que Sidney Lumet, c'est pas quelqu'un de très stylistique, de formel, c'est-à-dire qu'il s'efface souvent derrière ses histoires et il fait quelque chose toujours en lien avec cela. Il va jamais faire de l'esbrouf. Là, il faut l'avouer, c'est un film qui est très mis en scène, qui est très réfléchi là-dessus. Peut-être parfois, c'est le seul vrai défaut, un peu trop, c'est-à-dire qu'on voit qu'il veut très bien faire. Et c'est pas subtil, mais c'est pas grave, parce que je trouve que dans le traumatisme, finalement, ce manque de subtilité fonctionne, parce qu'on est complètement perdu dans les méandres du monsieur. Ça a un peu rappelé, alors très différemment, hein, The Offense, avec Sean Connery, mais dans l'idée de styliser beaucoup de choses visuellement pour le trauma, la psychologie. Et moi je trouve que c'est un film mais dramatiquement dur et nécessaire à voir. D'autant plus que très avant-gardiste à son époque. Des films qui parlent donc de la Shoah, il n'y en a pas énormément en 1964, du moins aux États-Unis. C'est 20 ans après, quoi, c'est vraiment récent. Et des films qui utilisent un tel montage, aussi, du moins aux États-Unis, c'est assez spécial. Il y a une vraie liberté derrière. Alors, c'est pas un film purement hollywoodien, grosse production, et ça se voit, parce que ça tente des choses. Ça contourne même le Code Hays de l'époque. Code Hays qui était déjà balbutiant et mourant, hein, il prendra fin officiellement en 68, mais déjà en 66, plus personne ne le respectait, d'où la naissance du nouvel Hollywood en 67, tout ça. Mais déjà là, on pourrait dire qu'il y a une forme de nouvel Hollywood, mais c'est pas Hollywood. Dans le sens où, par exemple, il y a frontalement une poitrine qui est filmée de l'actrice afro-américaine Thelma Oliver. C'est assez étonnant, mais bon, c'est un film qui n'a pas dû sortir dans les grands cinémas, tout ça, petite production, donc voilà. Et cette liberté, parfois même, la caméra se balade avec le personnage et tout, on voit qu'il y a des influences européennes dans ce film-là. Sidney Lumet, je pense, était très au courant du cinéma mondial, et c'est vrai qu'on pourrait y voir un petit peu de néo-réalisme italien. Je parlais de parties de campagne tout à l'heure, c'est vrai qu'il pourrait y avoir du Renoir sur ce plan-là. Bon, c'est un peu différent quand même. Un peu de nouvelle vague aussi, cette époque-là, et on voit que c'est quelqu'un qui était très au courant de son art. Et un Sidney Lumet qui sait raconter des histoires. Alors certes, là, il en fait beaucoup, c'est peut-être qu'après, il en fera moins aussi, parce qu'il sait que là, il a beaucoup donné, et que c'est pas facile de mettre en avant comme ça un trauma aussi dur et aussi violent. Mais bon, Rod Steiger, moi je le trouve très bien dans ce rôle-là. C'est un homme cruel, qui est devenu cruel par la cruauté, à cause de la cruauté. Cette survie de culpabilité qui fait qu'il n'a pas envie de vivre, mais qu'il doit vivre, malgré tout. C'est vraiment le paradoxe. Et c'est fatal, parce que on voit cette dame qui essaye de, voilà, elle veut aider les pauvres du coin, mais lui, elle revient, mais lui, non, à un moment quand même, hein, elle va servir peut-être de soupape de sécurité, mais n'est-ce pas trop tard? Il y a donc tous ces gens qui parlent de leur malheur, et on les voit, hein, c'est la pauvreté autour, c'est compliqué. Ça dit beaucoup de la société américaine et de New York aussi, parce que Sidney Lumet, il personnifie New York par ses personnages et par son multiculturalisme, j'y reviendrai un peu après. Et il y a le personnage du jeune Ortiz, donc son employé, qui idéalise Saul Nazerman. Saul Nazerman, pour lui, il y a quelque chose, il y a du charisme et tout, il aime ce boss, il le dit à sa mère d'ailleurs à un moment, mais non. Malheureusement, ça ne sera jamais son mentor. Enfin, malheureusement, indirectement, il va le devenir. Nazerman, pour se débarrasser du jeune Ortiz, il lui dit des trucs. L'argent, et il va faire des bêtises. Alors que lui, il veut se ranger. Double fatalité. Après ce qu'il a vécu comme traumatisme personnel de famille et tout, en perdant tout le monde, là, par écho et par conséquence, malheureusement, il va y avoir autre chose. J'en dis pas plus sur la fin. Une fin d'ailleurs qui en dit long. Qui est déchirante par le silence. Un cri silencieux d'ailleurs à un moment, qui me rappelle quelque chose,
un autre film peut-être que j'ai vu et j'ai évoqué il n'y a pas longtemps, mais j'arrive pas à m'en souvenir là, donc n'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire quels sont pour vous les meilleurs cris silencieux au cinéma. Je pense que ça va tomber juste, et que vous pourrez trouver la vidéo où j'en parle il y a quelques mois auparavant. Mais là j'ai un petit trou, puis je suis fatigué, j'ai fait un long trajet pour rentrer. Mais j'ai ce film en tête encore, il m'a pas quitté d'ailleurs pendant mon passage sur l'autoroute, et je voulais en parler comme ça, pas à chaud le lendemain, mais quand même là, comme cela, parce que c'est un film qui résume le cinéma de Sidney Lumet, même s'il se met plus en avant en tant que réalisateur, dans cette idée de dépeindre la société américaine, oui, les institutions ici, bon, c'est l'argent et le gangstérisme autour, et l'institution sociale qui a détruit la famille de Nazerman, donc ce qui s'est passé pendant la guerre et en Allemagne. La violence, elle est là, et je trouve qu'il y a un humanisme derrière, mais qui est très nihiliste et pessimiste ici, dans le sens où, de toute façon, c'est l'homme détruit qui va pas pouvoir se reconstruire. C'est quand même violent. Et qui vit dans un endroit où une Amérique qui est déconstruite de son rêve américain, où des gens en profitent. Et c'est là où il y a des personnages secondaires très intéressants. Notamment donc celui joué par Brock Peters, là, Rodriguez, qui est un peu le parrain local, qui le dit clairement à un moment, qui fait son rêve américain en utilisant l'oncle Sam. Bah, c'est comme l'histoire des gangstérismes, hein, avant, les Italiens, les Irlandais, mafia russe aussi, juive, et là on est dans les années 60. Donc les Afro-Américains aussi veulent leur part du gâteau d'une Amérique qui les a bien mis de côté pendant beaucoup d'années, et c'est encore le cas. Donc forcément, survivre, et pour survivre, il faut être le plus fort, c'est ça aux États-Unis, donc par l'illégalité, et tout ce qui en découle, parce que c'est lui qui tire les ficelles. La petite amie du jeune portoricain employé là, c'est une prostituée qui travaille pour Rodriguez et qui ose se montrer. Donc elle montre sa poitrine à un moment, il y a une histoire assez violente, qui, évidemment en rapport à ce qui s'est passé, des abus très violents dans les camps de concentration, tout cela, une nudité qui rappelle l'horreur, qui explose le codex, mais c'est pas grave, il s'en fichait, Sidney Lumet, il faisait pas ça pour le grand public, il était dans son art. Et donc tout ce multiculturalisme, donc réfugiés immigrés juifs, les Afro-Américains qui essayent de survivre depuis des décennies après l'esclavage, la ségrégation, bon à New York techniquement il n'y en a pas, mais sociale sur la pauvreté, elle est là, hein. Et les portoricains aussi, alors là ça va vous rappeler West Side Story, mais personne ne chante, personne ne danse là. Ce jeune portoricain, c'est terrible, parce qu'il veut être un good boy, il le dit. C'est ce qu'il veut faire apprendre à sa mère en premier, parce que sa mère elle parle espagnol. Il dit I am a good boy, mais malheureusement, il va pas trouver le bon mentor. Et pour survivre là-dedans, c'est compliqué. Bref, c'est un film terrible. Alors évidemment, les rapports passé-présent, tout ça, je vais pas aller dans les détails, mais il y a des moments qui sont très durs. C'était pas évident à l'époque à représenter, déjà, au cinéma. Hein. Une nuit et brouillard, peut-être à peu près à la même époque, hein, dans la Renée, hein, je sais plus exactement la date, là, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film que si vous tombez dessus, vous n'allez pas en sortir un même. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon Sidney Lumet. Il va plus loin dans la mise en scène que d'habitude. Il y a eu The Offense, hein, j'y tiens là-dessus. Un peu Daniel, d'ailleurs. Daniel, que Thierry en a parlé, le jeu passé-présent, tout ça, traumatisme, héritage ou non, reconstruction ou pas, ou fatalité. On est en plein dedans. Et bon, c'est pas un film qu'il faut regarder si vous avez une petite déprime, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ressortez de là, vous voyez comment une terrible histoire peut détruire quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui est comme mort. La première fois qu'il est présenté en tant que personne âgée à New York, un personne âgée entre guillemets, il y a 40, cinquantaine, j'en sais rien, il est dans sa chaise longue comme s'il était déjà mort près au cercueil, quoi. Mais en fait, derrière, voilà. Voilà, c'est terrible. C'est un film violent, hein, de Pawnbroker ou Le Prêteur sur gage. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre de Sidney Lumet. La prochaine que j'évoquerai donc sur la chaîne, ce sera probablement, très certainement même, Point Limite, qui va bientôt fêter ses 60 ans. Mais en tout cas, c'est l'heure d'évoquer celui-ci, là. Et si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé ou pas, hein, vous êtes libre de dire ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine. Ciao.